Chaque semaine, cette émission essaye avec des cartes de proposer des explications des rapports de force dans le monde. Les rapports de force, ça se solutionne avec la diplomatie et aussi avec des instruments juridiques internationaux. En 1998, une avancée sur le plan juridique importante a sans doute été faite, c'est la création d'une Cour pénale internationale. Alors je voulais consacrer tout un dessous des cartes à ce dossier et pour cela faire appel à quelqu'un de compétent qui est François Saunier. François Saunier, vous êtes docteur en droit, vous êtes le directeur juridique de l'ONG française Médecins sans frontières. Vous avez participé au titre des ONG à la négociation pour l'élaboration de cette CPI. Donc la première chose, qu'est-ce que c'est que cette Cour pénale internationale? Est-ce que c'est une avancée ou pas? Certainement une avancée, puisqu'elle vient combler un vide qui datait de 50 ans, celui d'une cour qui aurait vocation pour juger de manière permanente les plus grands crimes commis sur Terre, qui sont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide. Les conventions de Genève de 1949 avaient une définition assez précise des crimes de guerre, sauf que c'était des crimes qui étaient applicables aux conflits armés internationaux. L'immense majorité des conflits aujourd'hui sont des conflits armés internes, et alors là, il y avait des grands points d'interrogation. Est-ce que la même définition peut être étendue aux conflits armés internes? Aujourd'hui, la réponse est claire, elle est précise, elle est contenue dans l'article 8 du statut de la Cour. Il y a un certain nombre d'actes précisément listés et énumérés qui constituent des crimes de guerre dans les conflits armés internes et internationaux. Alors ça, je crois que c'est un point... Pour les enfants qui sont embauchés, alors notamment qui étaient non pénalisables, enfin. Voilà, notamment un des points majeurs, ça a été d'inclure à titre de crime de guerre l'enrôlement d'enfants soldats de moins de 15 ans. Ce qui posait en termes de droit un problème tout bête, c'est que comme les enfants ne sont pas responsables pénalement des crimes qu'ils commettent, il suffisait de faire commettre les crimes de guerre par des enfants soldats pour avoir 0 crime à l'arrivée. Alors là, le fait d'enrôler des enfants soldats est aujourd'hui considéré comme un crime de guerre. Et c'est pas du tout négligeable en termes pratiques quand on regarde comment se déroulent les guerres aujourd'hui, comment sont déroulés les très grands crimes, que ce soit le génocide du Cambodge, mais que ce soit aussi plus récemment la guerre du Kivu avec ses Maïmaï, ses enfants soldats, que ce soit les conflits qui aujourd'hui agitent le Libéria, le Sierra Leone, où on voit de plus en plus des enfants utilisés pour commettre des crimes les plus graves. Oui, on évoquait aussi les crimes sexuels, c'est-à-dire qu'on peut tuer sans tuer. Ça veut dire quoi, cette définition? Exactement. À la lumière de ce qui a été commis comme atrocité en ex-Yougoslavie et au Rwanda, les crimes sexuels ont fait leur apparition de façon très précise dans la liste des crimes de guerre, parce qu'effectivement on s'est rendu compte qu'on peut détruire les gens sans les tuer, et le tribunal international sur le Rwanda vient de qualifier le viol comme un acte de génocide dans certaines circonstances évidemment, et cette subtilité dans la cruauté, dans les mécanismes de destruction qui sont expérimentés par les criminels, fait qu'il était important que le droit aussi, qui aura toujours une guerre de retard et une imagination de retard sur l'imagination des criminels, que le droit prenne en compte ces façons subtiles de tuer et de détruire et de nier l'existence à l'autre qui s'expriment notamment dans certaines formes de crimes sexuels. Et je me demandais par rapport aux conventions existantes s'il y a une avancée aussi sur l'élaboration du statut des victimes, justement. Alors, il y avait une chose très importante, c'est que finalement, la justice, ça suppose qu'il y ait 2 parties face à face, parce que les juges peuvent rien faire s'il n'y a pas 2 parties qui revendiquent des droits différents sur la base des conventions qui existent. Or, dans les 2 tribunaux ad hoc qui avaient été créés, les victimes n'avaient aucune place. C'était le procureur qui agissait, et les victimes finalement étaient ravalées au rang de témoins. Elles avaient le droit de venir raconter ce qui leur était arrivé si on leur demandait, et puis rien d'autre. Or là, on voit que le statut adopté a vraiment pris en compte cet équilibre de la justice qui fait qu'il faut quand même qu'il y ait 2 personnes qui parlent. Et les victimes ont un statut à part, elles peuvent soumettre des informations directement au procureur. Et puis, chose plus importante en termes vraiment pratiques, c'est que le procureur le tribunal pourra, prononcer des indemnisations. Et là, je crois qu'on touche au nerf de la guerre et peut-être au nerf de la justice. On le voit avec le problème des indemnisations, notamment en matière des Juifs. Eh bien, exactement. Tant que le crime ne coûte pas quelque chose concrètement, je pense qu'on reste sur le plan moral, et c'est pas la morale qui mène le monde. Je crois qu'il faut aussi que le prix que coûtent ces crimes soit évalué, et l'indemnisation des victimes fait partie justement de cette prise en considération que le crime, ça coûte très cher, ça détruit énormément, et qu'un jour, il faut payer, et pas seulement payer au niveau moral ou au niveau de la justice, mais il faut réparer. Or là, le tribunal pourra se prononcer sur les réparations, ce qui est une nouveauté complète qui n'existait pas dans les 2 tribunaux ad hoc, ex-Yougoslavie, le Rwanda, qui étaient un peu là pour la gloire, pour la morale, pour, on va dire, racheter au sens politique du terme, mais pas au sens concret.
Dans ces très longues négociations, on a eu un clivage entre, d'un côté, des pays qui veulent moraliser, États africains, États scandinaves, entre autres, et puis des pays dits réalistes, France, États-Unis, Birmanie, Chine. Ça correspond à quoi? C'est ahurissant. C'est très intéressant parce que ça oppose des pays censés être vertueux et des pays censés être réalistes. En soi, on n'a pas à trancher entre les deux qualités. Par contre, dans le clan des pays vertueux, on trouve des tas de pays qui ne le sont pas vraiment, qui sont des tout petits pays africains, souvent ravagés par des guerres civiles terribles, et qui, tout simplement, par réalisme, disent « il nous faut une cour indépendante, vite, parce que le Conseil de sécurité n'est pas suffisant pour garantir notre sécurité. On ne les intéressera jamais, on est trop petits. » Et donc, on n'a pas d'autre issue pour régler nos problèmes politiques, nos problèmes de conflit, que d'avoir recours à cette cour internationale. Et ça, c'était une nouveauté et un pavé dans la mare des pays réalistes. Pourquoi des pays comme la France et les États-Unis se sont retrouvés du côté de la Chine et de la Libye et de la Birmanie? Mais je crois que... le réalisme, c'est pas ça? Le réalisme politique, c'est de recourir aux moyens qu'on a l'habitude d'utiliser. Or, la France, les États-Unis sont des pays qui disposent de l'arme notamment militaire, qui disposent de moyens diplomatiques importants et pour lesquels l'élément judiciaire fait partie des éléments secondaires, voire négligeables, qui arrivent en tout dernier lieu. Et je crois qu'il y a toute une habitude de gestion des relations internationales, de la sécurité en France comme aux États-Unis, dans lesquelles la dimension judiciaire est extrêmement minorée. On a confiance dans nos militaires, on a confiance dans nos alliés militaires, on a confiance dans nos capacités de pression diplomatique au sein du Conseil de sécurité, mais on n'investit absolument pas aujourd'hui sur cette arme nouvelle, cet outil nouveau qu'on ne maîtrise pas, qui serait la justice. Mais ça voudrait dire que dans plusieurs années, quand tout ça sera ratifié, et le processus sera long, que lorsque Saddam Hussein gaze un village kurde à Halabja, ou Pol Pot, ce sont des scènes et des gens qui ne pourront plus agir ou qui seront punis après action. On a plusieurs... C'est de la prévention. Tout va dépendre de comment ce tribunal est utilisé. Pour l'instant, il y a d'abord qu'il faut qu'il soit mis en œuvre. En 1948, quand on a adopté la Convention sur le génocide, il était évident pour tout le monde que la Cour pénale allait naître le lendemain. Et 50 ans, on l'a attendu. Donc, première chose, il faut qu'elle existe. Pour l'instant, elle n'est que virtuelle. Deuxièmement, il y a plusieurs moyens de la faire fonctionner. Il y a plusieurs voies pour saisir la Cour. Un État peut saisir la Cour. Le procureur peut se saisir lui-même, ce qu'on appelle proprio motu, sur la base d'informations qu'il reçoit, des victimes, des ONG, de sources diverses. Donc le procureur peut se saisir, un État peut saisir la Cour, mais la Cour, dans ce cas, n'est compétente que si l'État sur le territoire duquel le crime a été commis ou l'État de la nationalité du criminel ont ratifié le statut de la Cour. Alors ça fait quand même beaucoup de limitations parce qu'on peut penser que les États qui veulent commettre des génocides ne vont pas ratifier tout de suite, ils ratifieront une fois qu'ils auront commis, etc. Donc ça, c'est un premier point. Par contre, le Conseil de sécurité peut aussi saisir la Cour et lui, agissant sur la base du chapitre 7, il n'est pas tenu par ces exigences de ratification des États. Ceci dit, c'est une vraie avancée, mais maintenant, il y a un long travail de sensibilisation et mobilisation qui doit se faire. Le travail n'est pas fini. Oui, parce que la Cour, elle n'existe pas, il faut être bien clair, elle est virtuelle, le statut est adopté, mais il faut que 60 États la ratifient, et ça peut prendre des dizaines d'années. Ça peut être très très long. Et puis, il faut aussi faire attention en France particulièrement, parce que le gouvernement français ne veut pas reconnaître la compétence de la Cour pour les crimes de guerre. Donc, en gros, les Français ne seraient pas protégés, c'est une première chose, mais en plus, on viderait la Cour de toute sa substance, et puis des tas d'autres pays pourraient aussi faire cette même réserve. Alors si la Cour n'est pas compétente pour les crimes de guerre et qu'elle est créée dans 20 ans, on n'a rien gagné. Donc c'est aux citoyens aussi de pousser la France et d'autres pays à ratifier. Je crois que c'est aux citoyens français et aux autres citoyens du monde, bien sûr, mais aux citoyens français, parce que c'est dans notre pays que chaque fois les choses se jouent, au final, d'avoir conscience de ce qui est en train de se jouer et de dire clairement que dans le monde tel qu'il est, on voudrait aussi avoir droit à de la justice internationale et pas seulement à la protection nucléaire de l'armée française. Et vous venez de sortir un dictionnaire pratique du droit humanitaire aux éditions de la Découverte. Alors, pratique, ça veut dire quoi Pratique, c'est un dictionnaire de droit qui s'adresse à tout le monde. Le droit humanitaire, c'est le droit de l'humanité. Le droit qui balise les crimes contre l'humanité et qui organise le secours, la survie dans les situations un peu exceptionnelles. Or, aujourd'hui, les individus, l'humanité ne connaît pas ses droits. Les organisations de secours, souvent, ne les connaissent pas du tout. Et on ne peut pas vraiment compter sur les États et sur les armées
pour nous défendre. On le voit partout. En France, on est un peu protégé. Combien de temps, on n'en sait rien. Et donc, je trouvais que c'était extrêmement important de rendre à chacun ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, dans les situations anormales qui nous cernent de partout, et de le restituer aux individus, aux journalistes, aux organisations de secours, et puis à tous les citoyens, parce que c'est le droit des crimes contre l'humanité, mais c'est aussi le droit du minimum d'humanité auquel nous avons tous droit. Je vous remercie beaucoup. Donc, je vous rappelle ce livre, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, de François Saunier, aux éditions de La Découverte. François Saunier, je vous remercie pour cet éclairage que vous nous avez apporté. Ce sont des questions complexes, précises, mais qui aident à chacun d'entre nous à nous situer par rapport à cette vie internationale, vie politique internationale, qu'on essaye de vous décrypter chaque semaine dans le dessous des cartes. Bonsoir.